BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Noguès. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens sur BFM Business en coopération avec Euranet. Cette semaine, s'est tenu ici même un sommet entre l'Europe et la Chine. Alors, faut-il avoir peur des investissements chinois en Europe? Ils ont la fièvre acheteuse et font main basse sur de plus en plus de nos fleurons, des fabricants des machines-outils allemands aux vignobles français. Nos querelles sur les subventions à l'exportation peuvent-elles nous mener à une guerre commerciale? Et puis, les Chinois sont-ils en train d'exporter chez nous? Le boycott de la presse, la conférence de presse de fin de sommet a dû être annulée cette semaine, tout simplement parce que les Chinois voulaient choisir les journalistes présents. Pour en parler, Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU, Philippe Lamberts, eurodéputé belge, écolo. Au passage, ces deux hommes votent tout de même des lois pour 500 millions d'Européens. Pierre Defraigne, patron de la fondation Madariaga Collège d'Europe. Et puis Dirk Van Tighem, directeur des relations internationales d'Eurochambre. Il a la charge de représenter toutes les chambres de commerce et d'industrie européennes. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Bonjour messieurs, alors qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce l'Europe qui a besoin de la Chine ou la Chine qui a besoin de l'Europe? Ce sera un des thèmes de ce début de discussion. Alors, vous l'avez constaté, c'est un plateau très masculin. Alors pour apporter une petite touche féminine, Maeve McMahon, notre chroniqueuse irlandaise d'Euranet, nous dresse un état des lieux du rapport de force économique entre les deux puissances. À vous Maeve. Nous sommes le meilleur client de la Chine. L'Union européenne est la toute première destination des exportations chinoises. En retour, nous sommes le deuxième fournisseur de la Chine, derrière le Japon. Mais la croissance des échanges a nettement ralenti. Les exportations chinoises vers l'Europe ont déjà reculé de près de 5% depuis le début de l'année. La France et l'Allemagne achètent 8% moins de produits made in China. En Italie, c'est encore plus impressionnant. Ils achètent 26% de moins à la Chine. Quant aux exportations européennes vers la Chine, au contraire, elles ont augmenté de plus de 3% selon les douanes chinoises. Pierre Defraigne, je me tourne vers vous tout d'abord. On voit donc, on entend Maeve, il y a un tassement des affaires, du commerce entre l'Europe et la Chine. Ça, c'est un problème pour qui? Pour les Chinois ou pour nous? Pour les Chinois aussi, dans la mesure où, en effet, la crise qui s'installe en Amérique et en Europe freine la croissance chinoise et va rendre la concurrence plus forte et va obliger les Chinois à diversifier leur stratégie de développement, c'est-à-dire notamment à investir en Europe pour y chercher la technologie, les réseaux commerciaux dont ils ont besoin dans cette compétition qui va devenir plus vive. Dirk Van Tighem, ils sont désespérés, les Chinois, quand ils voient qu'on n'arrive pas à se sortir de cette situation, de cette crise de la dette, parce que c'est pas bon pour leurs affaires, on achète moins chez eux. Je ne crois pas qu'ils sont désespérés. Et je crois qu'à côté des investissements en Europe qui se sont quand même développés fortement ces dernières années, un élément important, c'est l'accroissement de la demande intérieure au sein de la Chine. Et là, je crois que c'est le système chinois, le gouvernement chinois mime beaucoup là-dessus. Et je crois que ça donne aussi beaucoup d'opportunités pour les entreprises européennes de participer dans cette croissance de la consommation chinoise. Alors, notamment dans la consommation chinoise, Andreas Schwab, il y a le tourisme. On voit de plus en plus de Chinois un petit peu partout. Et il n'y a pas que les plus riches. Il y a vraiment beaucoup de Chinois qui viennent ici. Ça, à votre avis, il faut développer le tourisme et accueillir les Chinois. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Europe doit devenir un musée ou un parc d'attractions pour les Chinois et que c'est finalement à ça qu'on va être réduit dans les années à venir. Mais vous pensez que ça, c'est un point important ? La variété des États et des municipalités en Europe, c'est un atout que nous avons, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. Et clairement, il faut développer une meilleure stratégie à attirer à nos destinations touristiques. Je trouve que la Commission a déjà fait un travail important là-dessus. Alors, l'espoir des Européens, c'est que Pékin soulage clairement notre crise de l'endettement en investissant donc une partie de ses réserves, énormes réserves de change sur notre marché obligataire. Mais les grands fonds chinois ne bougent pas vraiment. Ils attendent de voir ce qui va se passer avec la Grèce
et l'Espagne, Philippe Lamberts, ils peuvent encore un peu attendre ou là, on leur donne des raisons d'espérer? Je veux dire que ce qui, moi, me préoccupe, c'est plutôt l'aspect européen des choses. Autrement dit, c'est vrai que le fait que les Européens ne parviennent toujours pas à mettre en place une stratégie crédible de sortie de crise est d'abord un problème pour les Européens avant d'être un problème pour les Chinois. Je pense que l'attitude chinoise est quelque part très cohérente, de dire, écoutez, tant que vous n'avez pas décidé par où aller, ne comptez pas sur nous pour vous fixer la voie et pour vous soutenir. Mais soyez certains, parce qu'ils le disent aussi, que dès que vous aurez mis en place une stratégie crédible, eh bien, nous serons derrière vous. Ça, ce sont des messages qu'on entend fréquemment de Chine. La Chine n'a aucun intérêt à maintenir sa dépendance exagérée vis-à-vis des États-Unis en termes de placement de ses avoirs. Les Chinois ont beaucoup trop acheté de dette publique américaine, ils doivent rééquilibrer, mais c'est vrai qu'il leur faut de la clarté et une certaine visibilité sur là où l'Europe va aller. Et tant que les Européens ne font pas le choix de l'intégration, pas seulement budgétaire, mais également intégration économique et donc politique, les Chinois restent un petit peu au balcon et on les comprend. Le choix approche parce que les Allemands notamment maintenant vont dans le sens d'une intégration économique et politique. Ce sont les Français qui traînent un petit peu. Oui, on présente souvent les choses comme ça, mais moi j'observe que par exemple sur ce premier pas très important que l'on veut mettre en avant, qui est celui de l'union bancaire, qui est un premier pas d'intégration très fort, j'entends beaucoup de réticences en Allemagne. Et donc je pense que un des problèmes que l'on a, c'est que certes, les Français ont peut-être une tradition à refuser des transferts de souveraineté, mais je constate que par exemple ce terme de discipline qui est très en vigueur outre-Rhin s'applique surtout aux non-allemands. Et que lorsqu'il faut que la discipline, par exemple en termes de gestion bancaire, s'applique également à des Allemands, en Allemagne, on est un petit peu plus réticent. L'État des Landesbanken en Allemagne n'a rien à envier en termes de santé à beaucoup d'autres banques européennes. Et là, on n'a pas trop envie en Allemagne que l'Union européenne vienne mettre son nez dans ces affaires-là. C'est intéressant ce que vous dites, Philippe Lamberts, parce qu'on voit qu'il y a un peu de raillerie en ce moment en Europe, en ce moment ces dernières années. Les Allemands notamment qui critiquent un petit peu les Grecs. Donc il y a vraiment une dichotomie entre le Nord et le Sud. Eh bien, les Chinois, eux, font un petit peu les Allemands du monde et nous, on est les Grecs du monde. Et, écoutez, alors, vous, Dirk Van Tighem, vous disiez tout à l'heure que les Chinois, ils ne sont pas si désespérés que ça par rapport à l'incapacité européenne à se relever, mais il y a un an, on a retrouvé avec Maeve McMahon cette citation, Jin Liqin. Alors, les Chinois qui nous écoutent m'excuseront pour la prononciation, c'est un patron de fonds souverains, et il a dit donc il y a un an que le problème de l'Europe, c'était justement sa paresse. Alors, je le cite, les troubles qui se sont produits dans les pays européens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de course, vivant d'acquis sociaux. Je pense, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui parle, que les lois sociales sont obsolètes, elles conduisent à la paresse, à l'indolence, plutôt qu'à travailler dur. Bon, ça c'est Jin Liqin. C'est un cas isolé ou c'est révélateur de ce que pensent les Chinois de nous, Pierre Defraigne? Oui, c'est un préjugé très fort qui est exprimé ici par un investisseur. Parce que les Chinois, quelque part, ont un respect pour le modèle social que nous avons bâti depuis la guerre. Mais ils savent aussi, comme nous, que ce modèle social doit être revitalisé, doit être modernisé. Et c'est difficile, précisément à cause de la montée en puissance de la Chine, qui nous prive d'emplois qui étaient les nôtres, et qui étaient des emplois bien payés, qui fait monter les prix de l'énergie, des matières premières et de la nourriture. Et du coup, notre modèle social, on doit le retravailler, mais on doit le faire ensemble. Et on doit rompre avec ce qui se passe maintenant au sein de l'eurozone, qui est la concurrence des modèles sociaux. Et je crois que ça, c'est une contradiction profonde du système de gouvernance de l'eurozone qu'il va falloir adresser. Mais alors, Jin Liqin, il disait ça il y a un an. Philippe Lamberts, depuis un an, il y a quelque chose qui a changé sur nos modèles sociaux, justement? En tout cas, ça dépend à qui vous parlez. C'est clair que... Donc là, je parle à Philippe Lamberts, eurodéputé écolo vert. D'accord, mais si vous posez la question à Mario Draghi, il va vous dire oui, Jin Liqin a raison et tous nos modèles sociaux sont périmés et on ne peut plus rien en faire. La seule chose, je pense, que je reprends de ce message, c'est qu'un haut niveau de protection sociale, ça se mérite. Autrement dit, il faut travailler pour l'obtenir. Oui. Donc il n'y a rien d'impayable dans notre modèle social. La seule question, c'est voulons-nous faire les efforts nécessaires en termes d'innovation, en termes de capacité de créer de la valeur pour permettre ce modèle social? Pour moi, c'est là que la vraie question se pose.
Mais pas spécialement en termes d'austérité. Bien sûr, il faut que les dépenses publiques soient raisonnables et raisonnées, mais surtout, sommes-nous toujours capables, et pour moi ça c'est vraiment le message critique qui nous vient de la Chine nous dit aujourd'hui, je veux grimper dans la chaîne de valeur, je veux être capable d'être compétitif, pas sur les coûts, mais sur la création de valeur. Et je pense que nous devrions écouter ce message avec beaucoup d'attention en Europe, parce que s'il y a un endroit où on a eu tendance, peut-être, sauf dans certains endroits en Europe, je pense évidemment à l'Allemagne, on a eu tendance un peu à se reposer sur nos lauriers. On s'est dit que de toute façon, on serait toujours riche et que tout ça irait tout seul. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est un peu partagé en Europe. Et donc, je crois que nous sommes capables de créer de la valeur, nous sommes capables de créer des produits et des services à très haute valeur ajoutée, qui sont ce qui nous permet alors d'avoir un système de protection sociale élevé aussi. Mais simplement, il faut se retrousser les manches pour le faire. Et là, je pense qu'on a encore des efforts considérables. Philippe Lamberts, vous parliez des Allemands, les champions de la compétitivité en Europe. Maeve McMahon, toujours, a rencontré Philippe de Buch, c'est le secrétaire général de Business Europe, le patronat européen. Et pour lui, il faut que nous renforcions cette fameuse compétitivité en diminuant les charges qui pèsent sur les entreprises. On l'écoute. Nous avons des systèmes complexes dans le domaine économique, dans le domaine fiscal, dans le domaine social. Tout cela peut avoir une signification, mais la première priorité doit être d'obtenir les mêmes résultats à des coûts inférieurs. Et cela, ça vaut pour l'administration, ça vaut pour la façon dont les entreprises sont traitées, les nombreux documents, enquêtes et j'en passe. Tout cela est un travail, je dirais, en profondeur qui doit être mené. On ne va pas pouvoir concurrencer la Chine sur le coût salarial, mais on peut concurrencer la Chine sur l'efficacité de nos systèmes, aussi nos systèmes de recherche, la façon dont on attribue et qu'on utilise les budgets pour la recherche. Voilà donc Philippe de Buch, secrétaire général de Business Europe, interviewé par Maeve McMahon. Andreas Schwab, vous buviez du petit lait là, en l'écoutant. Non, mais je trouve, on voulait discuter de la Chine et Philippe a commencé de parler de l'Allemagne, ça me va, mais il faut quand même expliquer que l'Allemagne, il y a 10 ans, ou il y a 12 ans, avait de grands problèmes économiques et en 10 ans, on a pu les résoudre. Donc on n'est pas du tout content de soi, on travaille. Bien sûr. Le grand problème que nous, au long terme, vont confronter, c'est la question, est-ce qu'on peut, comme il a été dit, que la sécurité sociale, ça se mérite, est-ce que nous pouvons offrir à tous les gens du travail pour mériter de la sécurité sociale. Et ça doit être notre but commun en Europe. Et je trouve les Chinois sont très intéressés à l'Union européenne, mais ils ont du mal à comprendre qu'il y a 27 modèles différents qui se reforment différemment. Ça, c'est très difficile. Alors justement, Dirk Van Tighem d'Eurochambre, vous représentez des chambres de commerce et d'industrie de 27 pays, juste pour l'Union européenne, je crois que c'est 48 en tout, mais vous êtes d'accord ? Je crois qu'il faut avant tout plus de cohérence au niveau des politiques européennes. Et si on parle des relations avec la Chine, nos approches vers la Chine sont trop différentes. Il n'y a pas une diplomatie économique unique au niveau européen. Dirk Van Tighem, j'ai l'impression que c'est un scoop. Vous êtes en train de nous dire que les Européens sont divisés, c'est ça ? Tout le monde le sait. Vous restez avec nous, toujours sur BFM Business, dans 500 millions d'Européens. Après la pause, nous parlerons de la fièvre acheteuse des Chinois en Europe. Faut-il s'inquiéter de ce rachat de nos entreprises? Même face au carnet de chèques des Chinois, on est tous divisés. À tout de suite. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business.
Voilà, merci de nous retrouver. Nous sommes ici à Bruxelles, 500 millions d'Européens sur BFM Business et nous parlons aujourd'hui des relations pour le moins compliquées entre l'Europe et la Chine. On disait juste avant la pause que les Européens étaient régulièrement très divisés, notamment maintenant sur les questions commerciales et des règles anti-dumping. On va y revenir. Alors, nos invités, Andreas Schwab, eurodéputé allemand, Philippe Lamberts, eurodéputé belge, Pierre Defreyne, patron de la fondation Madariaga Collège d'Europe et Dirk Van Tighem, directeur des relations internationales d'Eurochambre. Alors les Chinois achètent dans tous les sens en ce moment chez nous en Europe. On fait le tour de la question avec Maeve McMahon. Les Chinois raffolent les entreprises européennes. Les fusions et acquisitions de la Chine en Europe ont augmenté de 95% sur une année. La stratégie globale de la Chine, c'est d'abord d'investir des milliards dans les mines en Australie, en Afrique, pour assurer des approvisionnements en métaux ou en charbon. Mais ensuite, on dirait qu'elle se jette sur toutes les entreprises européennes qu'elle trouve, surtout maintenant avec la crise. Autrefois, les entreprises chinoises étaient spécialisées dans le bien, à faible valeur ajoutée. Maintenant, elles veulent faire de la qualité. Et en investissant dans les entreprises européennes ou en les rachetant, elles achètent aussi leur portefeuille de clients et leur technologie. De la qualité, Andreas Schwab, voilà ce que veulent les Chinois maintenant. Avant le Made in China, enfin toujours encore maintenant, c'est pas forcément synonyme de qualité. Maintenant, ils rachètent des entreprises européennes, ils rachètent la technologie, ils rachètent les portefeuilles de clients, comme vient de nous le dire à l'instant Maeve. C'est un problème, ça? Moi, je ne trouve pas, car ça montre que nos produits, nos infrastructures, nos entreprises sont positifs et sont bien, sont bien valables pour être achetés. Ça, c'est très positif. Ah, donc vous êtes content, c'est-à-dire que les Chinois, en gros, viennent nous piller et nous, on a juste à dire « Ah, ben c'est bien, ça prouve... » Ça prouve. D'accord, ils payent. Mais nous, qu'est-ce qu'on va garder derrière? Ah, ça c'est une question c'est une décision stratégique. C'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. Mais on ne peut pas vouloir la logique de marché quand on va chez eux et qu'il n'y ait pas de logique de marché quand eux viennent chez nous. Donc là, il faut un petit peu décider ce qu'on veut faire. Moi, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'il y a une différence massive entre, je veux dire, le capitalisme chinois et le capitalisme européen. C'est qu'en Chine, on regarde à 5, 10, 20, 30 ans. En Europe, on a une vision extrêmement court terme. On regarde le prochain trimestre. Quand on parle d'investissement, on veut retrouver ses billes en 18 mois, en 2 ans. Quand en Chine, on dit on y va pour 5 ou 10 ans. Et c'est ça qui rend les entreprises européennes vulnérables. C'est cette volonté de faire du profit vite et tout de suite de la part des actionnaires existants. Il n'y aurait pas de vente à des Chinois s'il n'y avait pas des vendeurs en Europe. Et donc, quand les vendeurs veulent faire un bénéfice rapide tout de suite, en vendant les bijoux de famille, ben, c'est leur responsabilité qui est en cause. Et donc, pour moi, c'est ça que je questionne. C'est quelle est la volonté des Européens de retrouver une logique qu'on retrouve encore dans les entreprises qui sont propriété des familles. On retrouve ça beaucoup dans le Mittelstand en Allemagne, par exemple, mais en Belgique aussi. Toutes ces entreprises où les familles fondatrices, où l'actionnariat d'origine reste prédominant, ce sont encore des entreprises qui peuvent avoir une gestion à long terme. Et ces entreprises-là peuvent avoir, je pense, une attitude plus robuste vis-à-vis d'acheteurs éventuels étrangers. Mais on observe que trop d'entreprises en Europe sont dans des logiques de très court terme et donc se font bouffer. Pierre Defreyne, le fait qu'on ait des bijoux de famille comme ça qui partent très très loin à l'Est, enfin en tout cas au niveau du capital, c'est un problème ou pas? Moi, je m'en réjouis. Qu'est-ce qui fait la qualité de notre relation avec les États-Unis? C'est les investissements croisés. Nous avons investi massivement aux États-Unis, ils ont investi massivement chez nous. J'espère qu'on va faire la même chose avec la Chine. On a pris de l'avance, on a investi massivement chez eux, on investit un peu moins à cause de la crise. Tant mieux s'ils réinvestissent chez nous. Enfin, nous, on ne leur pose pas les mêmes conditions quand même. Là-bas, eux, il faut qu'ils restent quand même encore implantés dans la société, etc., dans l'entreprise. Nous, on leur ouvre grand les bras. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un droit des sociétés qui fixe certaines limites? Moi, je n'ai rien contre la Golden Share pour bloquer certaines reprises qu'on ne souhaite pas. Je pense, pour répondre à Philippe Lamberts, qu'on pourrait mettre un droit de limiter de vote pour les investisseurs qui entrent et qui sortent. Ce qui lâcherait la pression du court terme sur les entreprises. Nous avons à nous organiser pour que cette relation, en effet, soit rééquilibrée entre la Chine et nous. Dirk Van Tighem. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur des investissements. C'est une opportunité.
Ce qu'il faut, par contre, c'est bien sûr un encadrement juridique qui met en structure tout ce climat d'investissement. Il y a un traité d'investissement qui va se négocier entre l'Europe et la Chine, on l'espère en tant que secteur privé, parce que c'est important, parce que ça crée de la transparence, de la stabilité, et ça enlève ces craintes que vous mentionnez. Ce sont des craintes largement populaires hein, que je relais là. Mais Andreas Schwab, l'an dernier, les Chinois, ils ont racheté, là on parle effectivement d'un bijou de famille, Putzmeister, pardonnez ma prononciation, donc c'est en Allemagne, c'est un des grands fournisseurs de machines pour le BTP. Donc la force de l'Allemagne jusqu'ici, c'était, enfin toujours maintenant, sont justement ces machines, son savoir-faire. Là les Chinois, ils les utilisaient on va dire, mais maintenant ils sont en train de prendre cette technologie. Chez nous, en France, on se souvient que les Chinois se sont offerts Marionneau, ils se sont offerts Rhodia, ils ont aussi pris des participations dans Total, l'Occitane, le Club Med, et ils s'offrent l'Europe là. Je ne pense pas qu'on peut dire ça comme ça. Je trouve tous ces investissements nous démontrent qu'il faut non seulement avoir une stratégie de législation, mais aussi une stratégie de société. Et je trouve, lors de l'année dernière, quand Mme Merkel a dit que notre benchmark, notre meilleur exemple, ça doit être le meilleur exemple dans le monde. Et à l'instar, quelquefois, c'est aussi les Chinois. Et je trouve, dans cette logique, on peut trouver un chemin commun. Mais de mon point de vue, j'ai craint un peu qu'on est encore loin d'accepter qu'il faut que l'Europe entière se mette sur un chemin d'accepter qu'il faut toujours chercher dans le monde le meilleur, et c'est ça notre exemple de référence. Je trouve que c'est ça ce qui nous manque en Europe, une base commune. Dirk Van Tighem de Rocham, vous êtes d'accord? Une idée qui circule aussi ici à Bruxelles, c'est est-ce qu'il faut installer un observatoire d'investissement, comme l'ont fait les Américains, pour vérifier quelle est la source d'investissement, est-ce qu'il faut, qui permettrait peut-être de bloquer certains investissements. De nouveau, les Américains le font. Qu'est-ce qu'il faut bloquer comme investissement? Dans des secteurs stratégiques, les Américains ils ont bloqué les investissements dans des ports. De défense, par exemple. Nous, on ne plaide pas pour cela. On dit simplement, cette idée d'un observatoire, de nouveau, au moins, augmenterait la transparence, créerait un plateau plus clair qui permet de développer une politique plus cohérente. Philippe Lambert. Pour moi, le mot-clé dans cette affaire, c'est la question de la réciprocité. Autrement dit, quelles que soient les règles que l'on met en place pour cadrer, par exemple, les investissements, pour cadrer l'accès au marché, autre gros sujet de discorde entre la Chine et l'Europe, je pense que ces règles doivent être mutuelles et réciproques. Autrement dit, nous devons mettre en place des règles qui sont les miroirs les unes des autres en Chine et en Europe. Et je crois que c'est ça qui permettra d'avoir un niveau de confiance accru entre les deux parties. Autrement dit, si la Chine accepte qu'une société européenne prenne le contrôle du port de Dalian ou de celui de Shanghai, on aura moins de soucis à se dire, bon, ben, ils prennent le contrôle du port d'Hambourg ou d'Anvers. Si nous savons que nous pouvons faire chez eux la même chose. Et cette réciprocité, c'est ça ce qui se passe sur le plan des règles, hein, finalement, des règles du jeu, lors d'un sommet, là, comme celui qui s'est tenu cette semaine ici à Bruxelles. Il y a le plus haut, le top du pouvoir chinois, et en face, il y a le patron de la Commission européenne, il y a le patron du Conseil européen. A priori, c'est les patrons des institutions européennes. D'habitude, dans les sommets, le président français, par exemple, il essaye de vendre ses avions. Qu'est-ce qu'ils font, les patrons des institutions européennes? Pierre Defrenne, je me tourne vers vous. C'est justement ça, c'est négocier le cadre réglementaire et développer la réciprocité? Je voudrais d'abord qu'il s'explique sur ce que l'Europe est occupée à faire pour se sortir de la difficulté. Ils font de la pédagogie. Et je pense que c'est très important de rassurer les Chinois sur le fait qu'il existe un projet, une volonté, et de ce point de vue-là, la feuille de route du Conseil européen de la fin juin donne enfin l'espoir d'une sortie de la première étape de la crise, qui est la gouvernance de l'euro. Ça, je pense que cette explication est fondamentale. Pour le reste, moi je déplore personnellement que l'autorité de l'Union européenne soit minée dans le domaine qui est le sien et qui est son domaine de compétences propres comme la politique commerciale, parce que Mme Merkel, en visite en Chine, suggère qu'on traite par la voie diplomatique un problème qui en effet demande une négociation politique, l'affaire des capteurs des panneaux solaires. On va y revenir tout à l'heure. Et du coup, l'Europe, qui a des moyens juridiques et politiques de faire front et de le faire intelligemment et de négocier ça contre d'autres avantages, est déforcée par cette rivalité entre États membres. Je sais que vous allez par exemple en Chine la semaine prochaine, vous y êtes régulièrement.
Est-ce qu'ils prennent, les Chinois, au sérieux l'Europe à 27? Est-ce que pour eux, c'est plus important d'aller à l'Elysée ou d'aller au 10 Downing Street ou de venir au Berlaymont à la Commission européenne? C'est important pour eux. Je crois qu'ils raisonnent à deux niveaux. Ils sont pragmatiques. Ils ont une vision à long terme, comme le dit Philippe Lambert. Ils veulent l'Europe comme pôle d'un système multipolaire. Donc ils ont besoin de l'eurozone parce que l'eurozone détermine l'unité et l'ouverture. Pas au point d'aller jusqu'à un G3. Parce qu'il y a un petit G2 qui s'installe entre les États-Unis et la Chine. Nous, c'est du mal quand même. Oui, c'est très conflictuel en Chine, sauf David Miliband, on ne peut pas le suspecter, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blair, a dit si nous n'avons pas de G3, nous aurons un G2. Et il trouvait ça, lui, l'anglais, dangereux pour l'Europe. Moi, je le pense aussi. Là-dessus, au moins, je suis d'accord. Donc il faut que l'Europe, dans l'esprit chinois, se constitue. Cela étant, en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils divisent pour régner comme font l'Amérique et la Russie avec l'Europe. Et les chefs d'État et de gouvernement européens, parce que finalement, les Chinois prendront l'Europe au sérieux le jour où l'Europe se prendra au sérieux. Autrement dit, le jour où les 27 chefs d'État et de gouvernement prendront Bruxelles au sérieux et seront prêts, en effet, à parler d'une seule voix, c'est-à-dire à laisser quelqu'un d'autre parler à leur place, eh bien, je pense qu'alors, les Chinois prendront cela au sérieux. On continuera à parler de ça juste après la pause. En attendant, Pierre Defreyne, donc le patron de la fondation Madariaga Collège d'Europe, je crois savoir que vous avez une réunion à présider dans quelques minutes, donc vous allez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Mais vous, Andrea Schwab, Philippe Lambert et Dirk Van Tighem, vous restez avec nous. Après la pause, nous reviendrons en détail sur les disputes commerciales qui opposent Européens et Chinois. Et puis, nous parlerons bien sûr de la curieuse façon qu'ont les Chinois de traiter les journalistes. A tout de suite. Pile 21h30 sur BFM Business, à la une de l'actualité économique de ce dimanche soir, le gouvernement français, obstacle décisif à la fusion entre EADS et BAE, c'est ce que nous apprend la presse allemande ce soir. L'Elysée refuserait de sortir du capital de EADS et c'est pourtant la condition sine qua non exigée par la Grande-Bretagne. La France accepterait de descendre au minimum à 9%, mais pas au-delà, de sa participation contre 15% aujourd'hui. Et puis suite des tractations également aux États-Unis, BAE pourrait isoler sa filiale américaine du reste du nouveau groupe, lui laisser son autonomie pour conserver ses relations privilégiées avec le Pentagone. Information ce dimanche du Sunday Times. 37 milliards d'euros d'économies présentées au Conseil des ministres cette semaine. Première étape du budget 2013. Il s'agit de revenir cette fois à 3% du déficit public à la fin de l'année prochaine. Pierre Moscovici, ce midi, le ministre de l'économie le promet, il ne touchera ni à la TVA, ni à la CSG, ni à la fiscalité du livret A, ni même à l'impôt des retraités. On attend donc le détail des économies annoncées. Il y aura au moins 20 milliards d'euros d'économies en hausse d'impôts et 10 milliards en réduction des dépenses. La décision des Verts fait des vagues au sein de la gauche. Les écologistes ne voteront pas la ratification du traité budgétaire européen. Ils l'ont décidé hier. C'était la goutte d'eau pour Daniel Cohn-Bendit après une année électorale qu'il juge complètement ratée pour le parti. Il prend ses distances avec Europe Écologie qui a, d'après lui, rompu avec son identité pro-européenne. Et puis chez les socialistes, on craint que cette décision ne fasse des émules. Mise au point de Pierre Moscovici ce dimanche, il lance un appel à la raison. Quand on soutient, explique-t-il, eh bien on vote oui. Autre déclaration ministérielle ce dimanche, celle de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, toujours sur ce traité européen qui contient un volet croissance, un volet de relance de 120 milliards d'euros. Insuffisant donc pour le Premier ministre, il l'admet aujourd'hui et la BCE, explique-t-il, doit pouvoir aller plus loin dans la politique économique
économique européenne et avoir un vrai rôle de banque centrale. Au moins 4 alpinistes français ont trouvé la mort dans l'Himalaya la nuit dernière. Au total, 9 corps ont été retrouvés. La plupart sont européens. 4 autres alpinistes sont portés disparus. Pas question de faire fuir ces exilés fiscaux. Les Suisses du canton de Berne ont largement voté pour le maintien des avantages fiscaux aux étrangers résidents de la région. Un forfait fiscal dont ne bénéficient pas, on le rappelle, les habitants de nationalité suisse. À l'étranger, on vient de l'apprendre, la Côte d'Ivoire rouvre sa frontière aérienne avec le Ghana, fermée depuis vendredi soir à la suite d'une attaque d'un poste frontière. La frontière terrestre, en revanche, reste, elle, fermée. Et puis, le football, 1-0 à la demi-heure de jeu pour Lille, qui reçoit Lyon. Choc de cette 6e journée de Ligue 1. Un peu plus tôt dans la soirée, décidément, un excellent début de saison pour Marseille. 6e victoire en autant de matchs. Marseille confortablement installé sur son fauteuil de leader. 6e victoire, 1-0 contre Evian Thonon-Gaillard. Vous êtes sur BFM Business, il est 21h passé de 33 minutes très exactement. Jusqu'à 22h, vous êtes toujours avec Yann-Anthony Nogues pour 500 millions d'Européens. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles sur BFM Business. Dans cette deuxième partie de 500 millions d'Européens, nos querelles sur les subventions à l'exportation peuvent-elles nous mener à une guerre commerciale? Et puis nous allons revenir sur cette annulation inouïe, même si ce n'est pas une première, de la conférence de presse finale du sommet UE-Chine cette semaine ici à Bruxelles. Motif officiel, problème d'agenda, mais la vraie raison, les Chinois voulaient choisir les journalistes. Pour en parler, toujours ici dans ce studio implanté en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles, Philippe Lamberts, eurodéputé belge, écolo, Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU, et puis Dirk Van Tighem, directeur des relations internationales d'Eurochambre. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Alors voilà, toujours les mêmes querelles entre l'Europe et la Chine sur les subventions à l'exportation. Bruxelles qui vient d'ailleurs d'ouvrir, la Commission européenne, une enquête anti-dumping contre les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques avec de possibles sanctions l'an prochain, en 2013. La Chine qui menace en retour d'une guerre commerciale. Philippe Lamberts, est-ce que ça chauffe là ? Oui, ça chauffe. Je crois que c'est aussi légitime. Les Chinois, s'il y a une chose qu'ils comprennent, comme chacun dans le monde d'ailleurs, ce sont les rapports de force. Et donc, bien sûr, tout ne tourne pas rond en Chine et il faut s'interroger, dans certains cas, si des pratiques déloyales ne sont pas mises en œuvre, que ce soit par les autorités gouvernementales ou par des entreprises chinoises. Et si nous avons des indices qui peuvent le laisser penser, eh bien, en effet, il faut le manifester aux Chinois et faire en sorte qu'en tout cas, on puisse, d'une part, établir les faits et sur la base de ces faits, ensuite, engager une négociation avec les autorités chinoises pour pouvoir y remédier. Mais d'abord, bien sûr, il faut établir les faits. J'observe d'ailleurs que sur cette base-là, le commissaire européen au commerce a décidé de retarder l'ouverture de cette plainte parce qu'il estime que les faits sont insuffisamment établis. Alors, est-ce que c'est une manœuvre diplomatique ou pas? Je ne sais pas, il va falloir en tout cas approfondir le sujet. Mais s'il y a des raisons pour les Européens de se plaindre de pratiques déloyales, qu'ils pensent déloyales de la part de la Chine, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'abstenir de le faire. Des relations saines supposent aussi qu'on se dise tout, y compris les choses qui peut-être déplaisent un peu. Andreas Schwab, eurodéputé CDU allemand, cette affaire des panneaux photovoltaïques, ça concerne très directement les Allemands. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on se dise tout. On ne doit pas avoir peur des Chinois, on leur rentre dedans? Bien sûr, et dans des relations commerciales égales, et l'Europe et la Chine sont à niveau égal, il faut parler de tout. La question dans cette affaire, c'est est-ce qu'il y a des faits qui prouvent vraiment qu'il y a une pratique déloyale? Et je trouve que la décision de M. de Gucht, du commissaire européen pour le commerce, était sérieuse de vérifier d'abord avant de critiquer les Chinois. Vous êtes d'accord, Dirk Van Tighem, Karel de Gucht, finalement, donc le Belge, il a raison de poser les choses? C'est une affaire délicate, et on ne connaît pas tous les faits, parfois très techniques. Il est clair qu'il faut être ferme vis-à-vis des Chinois. Comme vous dites, on est partenaire égal, et donc il faut savoir dire les choses comme on les pense. Deuxièmement, je crois qu'il faut parler avec une voix unique au niveau européen, ce que dans cette affaire, malheureusement, on n'a pas vu.
Donc nous, en tant qu'entreprise européenne... Est-ce qu'à un moment donné, il y a une affaire, je vous coupe, on y revient juste après, parce que là c'est la 4e fois dans cette émission qu'on dit, sur ce coup-là, on n'a pas parlé d'une même voix, sur ce coup-là non plus, sur ce coup-là... Est-ce qu'il y a un dossier avec les Chinois où on parle d'une même voix ? C'est une colle là. Non, mais je trouve qu'on peut revenir ou qu'on peut parler la question de la réciprocité dont Philippe a parlé. Et la réciprocité, c'est fait à travers l'accord international au niveau WTO, donc OTC, excusez-moi, OTC. OMC. Et là, les Chinois sont prêts à abandonner un certain nombre de secteurs où ils ont, pour l'instant, acheté seulement en Chine, où ils veulent ouvrir maintenant le marché. Ça ne sera pas suffisant au long terme, car ça ne donnera pas la réciprocité totale. Mais en tout état de cause, ces discussions ont amené une meilleure situation pour les Européens. Alors, il faut préciser, hein, pour ceux qui nous écoutent, que c'est justement la Commission européenne qui a le mandat de négocier au nom des 27 à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, en ce sens, les Chinois écoutent Karel De Gucht, le commissaire européen au commerce. Voilà. Parce qu'il est-ce qu'il a vraiment qu'une seule voix, et est-ce qu'il agit dans l'intérêt commun des Européens, ou bien il y a certains pays qui tirent les ficelles? Je me souviens que Nicolas Sarkozy s'est quand même énervé quelquefois contre Peter Mandelson. Il s'énerve aussi contre Karel De Gucht. Comment ça se passe justement, cette négociation de Karel De Gucht et de l'Europe quand il parle avec les Chinois au niveau commercial? D'une part, allez-y, Philippe Lamberts. Donc d'une part, je pense que Karel De Gucht a un agenda très clair. Je veux dire, pour lui, c'est un homme qui veut promouvoir le commerce à tout prix. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se demander si cette vision est vraiment partagée par tous les Européens. Je pense que non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours dans les États membres des manifestations de déplaisir lorsque la ligne choisie par la Commission ne correspondra pas exactement à la ligne de l'État concerné. Donc c'est un peu la loi du genre. Et je dirais que si les plaintes viennent d'un peu partout en Europe, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la Commission est sur une position qui ne favorise personne en particulier. Donc pour moi, ce sont des manifestations. Un bon compromis, c'est quand personne n'est vraiment content. Exactement. Voilà, et donc je pense que ça, c'est une bonne règle. Donc moi, ça ne me choque pas trop qu'un Sarkozy ou que d'autres aujourd'hui manifestent un déplaisir par rapport à des positions prises par l'Union européenne. Ce qui est important, c'est que ces positions jouissent quand même d'une majorité large au sein de l'Union européenne. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est que des lignes soient prises par la Commission qui en fait sont minoritaires politiquement au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est ce à quoi le Parlement, je pense, doit veiller. Dirk Van Tighem, tout à l'heure, donc ça c'était une parenthèse, je suis désolé, je vous ai coupé sur l'histoire des panneaux photovoltaïques. Donc on disait, est-ce qu'il faut leur rentrer dedans? Est-ce qu'il faut faire attention? Donc on ne va pas donner là tous les éléments du dossier, mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, et effectivement au niveau du secteur privé, nous on se réjouit que les entreprises européennes de plus en plus se mettent ensemble pour développer aussi une voie commune sur les problèmes avec la Chine. Il y a cette semaine, la Chambre européenne en Chine a publié son rapport annuel présentant tous les problèmes qui existent effectivement. Et ça c'est important. Ça c'est la voix du secteur privé européen établi en Chine qui se présente vis-à-vis des autorités chinoises pour dire voilà, mesdames, messieurs, ça c'est les problèmes que nous avons. Les doléances. Et ça a un impact. Ça a un impact de parler au niveau européen plutôt que les Chinois, les Allemands, ils le disent vraiment, ce document-là, ils s'y intéressent vraiment? Ils s'intéressent absolument. Est-ce qu'ils se disent que ça peut débloquer quelques dossiers ou... Il y a dans le passé des exemples concrets comme quoi le rapport et le lobby qui bien sûr est derrière a fait la différence. Très bien. Les Chinois chassent-ils, autre débat, autre thème de discussion, les Chinois chassent-ils sur nos terres en Afrique? Alors ça, on en parle depuis quelques années, évidemment. Ils investissent énormément, notamment, mais nous le disait tout à l'heure, dans les matières premières. Le sol africain en est très riche. Alors nous avons demandé à Sir Graham Watson, qui est eurodéputé britannique libéral, de nous donner son avis là-dessus. Écoutez-le. La position qu'on trouve souvent en Europe, qui a peur des investissements des Chinois en Afrique, n'a pas de sens. D'ailleurs, les Chinois nous aident en faisant leur contribution de l'aide au développement pour les gens qui sont parmi les plus pauvres de la planète. En deuxième lieu, ils aident à développer l'économie de l'Afrique. Nous avons fait la même chose il y a 100-150 ans.
Nous ne pouvons pas nous plaindre que les Chinois le fassent. Ce qui est important, c'est de travailler ensemble avec eux pour qu'il y ait un achèvement des buts millénaires pour le développement. Là, nous avons tous le même intérêt. Andreas Schwab, vous avez entendu Graham Watson. Il est en train de dire finalement que les Chinois ne sont pas juste opportunistes en Afrique, ils sont en train de jouer un rôle quasi humanitaire, en tout cas ils contribuent au développement en Afrique. C'est un peu exagéré. On va venir vers vous, Philippe Lamberts, parce que vous avez l'air de ricaner un petit peu. Andreas Schwab, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je partage peut-être pas complètement l'opinion de Philippe, mais il est clair que dans le XXIe siècle, on ne peut plus faire du politique au développement en achetant des terres. Bien sûr, ces investissements sont aussi positifs, ils ont aussi des effets positifs sur place, il ne faut pas le nier. Mais il n'y a pas une stratégie derrière à aider les peuples en Afrique. Peut-être il ne faut pas demander ça, mais quand même, ce n'est pas une politique de développement. Et ça, c'était notre stratégie européenne, et peut-être cette stratégie était trop fortement focalisée sur l'aide et trop peu sur les avantages. Et quand on apporte de l'argent, quand on investit, c'est bon pour les affaires là-bas, c'est bon pour le climat. C'est quand même pas à vous, eurodéputé CDU, a priori conservateur, que je vais apprendre ça. C'est quand même une bonne chose, d'injecter de l'argent là-bas. Non, et même s'il n'y a pas des vocations de développement. Ça a aussi des effets positifs et il ne faut pas le nier. Mais de dire que les Chinois font maintenant une politique de développement en Afrique, je trouve que ça serait exagéré. Philippe Lambert, c'est clair. Je veux dire, les Chinois ne sont pas en Afrique pour des raisons altruistes. Quand vous disiez... nous, on y était il y a 150 ans pour des raisons altruistes. Bien sûr que non. Et donc, je suis le premier à dire non plus qu'ils ne chassent pas sur nos terres. L'Afrique, ce n'est pas nos terres. Néanmoins, ils y vont d'abord parce qu'ils ont une obsession. Ils ont une obsession et c'est la stabilité en Chine. Ils savent très bien qu'ils doivent nourrir 1,4 milliard d'habitants et nourrir ce marché intérieur, pas seulement sur le plan de la nourriture, mais alimenter ce marché intérieur. Ils ont besoin pour cela de ressources et ils savent très bien que si ils ne parviennent pas à maintenir, en tout cas à sortir de la pauvreté les 300 ou 400 millions de Chinois qui y sont encore, eh bien, ils mettent en cause la survie du régime. Et donc, c'est ça le premier facteur de motivation pour la Chine, pour aller à la conquête, entre guillemets, de l'Afrique. Et on observe aujourd'hui les mêmes dérapages, les mêmes errements, les mêmes abus commis par les Chinois en Afrique que ceux que nous avons commis lorsque nous colonisions, et parfois encore lorsque nous colonisons encore l'Afrique. Et donc là, je pense aussi qu'on ne peut pas se placer en donneur de leçons, mais à nouveau, il ne faut pas être naïf. Je pense que l'Afrique mérite mieux qu'une compétition entre Américains, Européens et Chinois pour ses ressources. L'Afrique mérite de véritables partenariats. Et là, de ce point de vue-là, il est évident que le carnet de chèques chinois est mieux garni que le carnet de chèques européen. Et donc je peux comprendre que certains gouvernements africains disent, bon, ben, écoutez, on va au plus offrant. Même si ce sont aussi trop souvent des calculs de très court terme, en vendant là ce qui sont leurs bijoux de famille, contre des compensations peut-être de très court terme qui ne contribuent pas beaucoup au développement endogène de l'Afrique. Donc je pense... Le sens de ma question aussi, c'était est-ce que c'est pas nous qui devrions y être? Alors évidemment, c'est une question basique, mais dire, Van Tighem, vous d'Eurochambre, vous représentez énormément de fédérations, donc de chambres de commerce et d'industrie. Vous mettez la gomme où maintenant? Vous, c'est en Chine, on essaie de développer là-bas. L'Afrique, vous en parlez beaucoup? C'est une préoccupation? On en parle, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Hein. Et je dirais dans ce débat vers l'Afrique, d'abord c'est au gouvernement africain eux-mêmes d'organiser leurs relations avec la Chine. Hein. Ce n'est pas à nous, Européens, d'aller leur expliquer. Très bien, mais là on parle vraiment des Européens. Mais... Les Chinois, ils parlent avec les Européens, ils parlent avec les Américains, ils parlent avec les Africains. Nous, justement, au niveau de la politique de développement, ça a été dit avant, pour nous ce serait un plaidoyer pour avoir une politique de développement plus orientée vers l'économie, vers le développement économique de ces pays. Ça va être quelque chose de beaucoup plus attractif qu'effectivement le carnet de chèques chinois qui manque une certaine, on va dire, finesse. Donc ce serait ce qui se passe en Afrique avec les Chinois devrait inciter nous, Européens, à adapter nos politiques vers l'Afrique. Voilà, restez avec nous après la pause, nous parlerons de ce couac plus que gênant cette semaine ici à Bruxelles, l'annulation de la conférence de presse finale du sommet UE-Chine pour des raisons à peine avouables. À tout de suite.
L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Voilà, merci de nous retrouver. Nous sommes toujours ici dans le studio du Parlement européen à Bruxelles. 500 millions d'Européens sur BFM Business. Nous parlons des relations compliquées entre l'Europe et la Chine. Nos invités, Philippe Lamberts, eurodéputé belge écolo, Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU, et Dirk Van Tighem, directeur des relations internationales d'Eurochambre. Alors, on en arrive à ce couac de la semaine, l'annulation de la conférence de presse du sommet entre l'Union européenne et la Chine. Les Chinois voulaient choisir les journalistes et donc limiter les questions pour éviter que des dissidents n'interpellent le Premier ministre Wen, surtout que je crois comprendre que c'était son dernier sommet. Alors a priori, ça c'est un scénario totalement inconcevable. Ici en Europe, une institution européenne ne peut pas choisir avec quel journaliste elle travaille ou pas. Du coup, la Commission, eh bien, elle a préféré annuler purement et simplement la conférence de presse. Maeve McMahon a rencontré Lorenzo Consoli de l'Association de la presse internationale. On l'écoute. Nous, on a carrément dit qu'on ne pouvait pas accepter cette discrimination, que tous les journalistes en possession de la carte d'accréditation des institutions européennes doivent pouvoir entrer dans les conférences de presse de l'Union européenne, et que donc ce n'est pas aux Chinois de dicter les conditions de la présence des journalistes dans les conférences de presse. Résultat, les Chinois ont à nouveau annulé la conférence de presse. Et donc il y a beaucoup d'embarras dans les institutions communautaires, parce que les institutions communautaires ne peuvent pas dire carrément que ce sont les Chinois qui ont fait ça. Donc ils ont dit qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre au sujet de la conférence de presse, mais évidemment c'est ça qui s'est passé. Mais c'est bien comme ça, parce que c'est mieux de ne pas avoir une conférence de presse que d'avoir une conférence de presse dans laquelle le principe de non-discrimination des journalistes accrédités à l'Union européenne soit violé. Voilà donc pour ce décryptage par Lorenzo Consoli, qui était au cœur de ces tractations, de ces négociations avec la Commission et surtout avec les Chinois. Est-ce que c'est révélateur, Philippe Lamberts, je me tourne vers vous, de la situation des droits de l'homme, la liberté de la presse en Chine, et puis aussi de l'incapacité des Européens à faire passer quand même des messages? Oh, je ne sais pas si c'est une incapacité des Européens à faire passer des messages. C'est évident qu'on ne peut pas obliger les représentants chinois à venir devant les journalistes, comme on ne peut pas obliger les journalistes à faire le tri. Et quand nous, on va chez eux, on fait comme ils veulent. On fait comme il faut faire là-bas. Bien sûr. Eux, quand ils viennent ici, ils devraient quand même se soumettre à nos us et coutumes. Mais évidemment, mais donc ça révèle évidemment une gêne des Chinois par rapport aux mœurs démocratiques de liberté d'expression qui sont en vigueur en Europe et dans toutes les démocraties avancées, je dirais. Et donc sans vouloir donner de leçons, c'est clair que là, à nos yeux, la Chine est nettement en retard. Ce qui ajoute à la crispation, c'est le processus de transition, non pas démocratique, mais de transition des équipes au pouvoir en Chine. Et aujourd'hui, tout le monde se tient à carreau parce que personne ne veut dire le mot à côté de la plaque qui pourrait remettre en cause sa position dans la future constellation du pouvoir en Chine. Et donc, je pense que cette crispation extrême qui a commencé en fait à l'époque des Jeux Olympiques atteint son maximum maintenant. C'est regrettable. Et je pense que nous ne devons en effet pas transiger par rapport aux Chinois sans vouloir donner de leçons. Nous sommes fiers de notre système démocratique. Nous sommes fiers de notre liberté d'expression. Nous pensons d'ailleurs que la demande pour cette liberté d'expression va grandissant en Chine. Et je pense que tôt ou tard, la Chine devra s'ouvrir à cela. Je crois aussi que, tout comme parfois les plaintes européennes en matière commerciale vis-à-vis de la Chine peuvent être interprétées comme un signe de faiblesse, je crois que ce genre de crispation vis-à-vis de la presse libre peut être interprété comme un signe de faiblesse du gouvernement chinois. Je leur ai toujours dit, si vous voulez projeter une image de confiance, en particulier dans le monde occidental et en Europe, eh bien, je pense que oui. Je pense que oui. C'est un vrai supposé. On n'abolit pas une culture. Ça a une importance pour eux? Oui, je crois. Je crois vraiment que ça a une importance pour eux, mais ça reste aujourd'hui une culture de la méfiance plutôt que de la confiance. Andreas Schwab, eurodéputé de CDU, donc allemand, imaginons que vous soyez, je ne sais pas, commissaire européen, président de la Commission européenne. Vous auriez fait quoi dans un tel cas de figure? Les Chinois, vous voulez faire une conférence de presse avec votre homologue, Wen Jiabao. Lui, il ne veut pas, parce qu'il est craint que dans la salle, il y ait des journalistes qui lui posent des questions qui fâchent. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je serais tenté d'y aller seul, mais probablement, ce n'était pas très poli. Mais ça ne veut pas exclure que je le refais quand même.
il est clair que... Non mais vous y allez seul et vous dites quoi? Vous dites « Ah, il a dû prendre son avion un petit peu plus tôt que prévu, il était en retard, il avait un rendez-vous à Pékin » ou bien vous dites « Mon homologue ne tenait pas à tenir une conférence de presse dans les conditions européennes ». Vous le dites ça? Il faut être clair, les gens ne sont pas bêtes. Ça sera écrit partout dans la presse. Donc il faut éviter de mettre en problème nos partenaires internationaux. Mais de l'autre côté, il faut non plus pas dire la vérité. Il est clair que les gens en Europe attendent ça, veulent comprendre pourquoi les Chinois veulent ça comme ça et d'autres choses d'une autre manière. Et il faut expliquer ça. C'est le devoir démocratique dans une démocratie avec les... Dirk Van Tighem, ça vous préoccupe, vous, dans le monde du business, ces considérations démocratiques, parce que finalement, et puis de liberté d'expression et autres, vous parliez tout à l'heure de ce carnet de doléances, de cette liste qui a été soumise aux autorités chinoises. Est-ce qu'il y avait une petite ligne sur ce point-là? Ou alors tout était juste dans... Bien sûr, en tant que secteur cutting privé, red tape. on se focalise sur les problèmes, les challenges économiques, plus que politiques et sociaux. Ce que je peux dire dans ce contexte, c'est que cette semaine-ci, on a organisé un peu en parallèle du sommet politique, un sommet business, qui, elle, a sa conférence de presse conjointe. Donc peut-être que le secteur privé, le business peut... servir comme modèle à nos leaders politiques pour se mettre ensemble, pour discuter, pour être très transparent. Donc, bien sûr, on ne va pas se mêler directement s'il faut organiser cette conférence de presse politique ou pas. Je rajouterais... Vous pensez que les choses peuvent évoluer via le business et que ce sont les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprises chinois qui peuvent impulser Je crois que le business peut pousser un agenda politique pousser ou ralentir et donc moi j'ai en mémoire un épisode quand même extrêmement douloureux, en tout cas dans ma conscience européenne. C'est l'épisode de la nouvelle loi sur le contrat de travail, je pense que c'était en 2007 en Chine, où la Chambre de commerce américaine et la Chambre de commerce européenne ont fait des représentations très appuyées au gouvernement chinois pour empêcher l'adoption de cette loi sur le contrat de travail, qui était un progrès social, parce que jusque-là il n'y avait pas de loi sur le contrat de travail, et donc des dizaines de millions de travailleurs chinois travaillaient à l'époque sans contrat de travail, c'est encore le cas aujourd'hui, je vous rassure. Et ça m'a particulièrement choqué que là, la voie de l'Europe consistait à dire ralentissez le progrès social en Chine. Et donc la prochaine étape maintenant, c'est la mise en place d'un cadre de convention collective beaucoup plus contraignant et ambitieux en Chine. J'espère que sur ce coup-ci, la Chambre de commerce et d'industrie européenne poussera la Chine à adopter ce règlement. Et tant pis si la Chambre américaine ou la Chambre de Hong Kong et les entreprises taïwanaises en particulier font une pression énorme pour empêcher l'adoption de cette convention. J'espère qu'ici, la voix des Européens, en effet, ira dans le sens de faire avancer les choses plutôt que reculer. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, Andreas Schwab, donc les premières questions qu'on a posées en ce début d'émission, c'était... Qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que ce sont les Européens qui ont le plus besoin des Chinois? Est-ce que ce sont les Chinois qui ont le plus besoin des Européens? Maintenant, on dit quoi? Comme avant, moi je trouve que dans un monde globalisé, nous sommes interdépendants. Et donc, il faut essayer d'améliorer les choses en Chine, ensemble, mais il faut aussi voir que nous, en Europe, nous avons des choses à améliorer aussi. Et sur cette base, je trouve à nouveau... Très bien, mais tout ça, ça reste très général. Là, on a besoin d'eux pour qu'ils nous sortent de cette crise de la dette, on a besoin qu'ils injectent de l'argent. Mais eux, ils sont obligés de nous aider. Ils veulent devenir moins dépendants des États-Unis, donc ils ont besoin... Donc au départ, c'est eux qui ont besoin le plus de nous, c'est eux qui ont besoin qu'on soit en bonne santé. C'est interdépendant, c'est vraiment interdépendant. Ils ont besoin de la demande européenne pour faire tourner leur machine industrielle. Technologie. Nous avons besoin de leur prise de participation dans la résolution de la crise de la dette en Europe. Nous sommes vraiment interdépendants. C'est pas toi tu commences et puis je suis. Nous devons faire les choses en même temps. Et je dirais, si je regarde un enjeu encore beaucoup plus large que celui du changement climatique, il est évident que si nous n'arrivons pas collectivement à empêcher le déraillage du climat mondial, c'est nous tous qui disparaissons. Et je ne connais pas de meilleur exemple d'interdépendance. Ils ne sentiront pas sans nous, nous ne nous sentirons pas sans eux. Eux, ils l'ont compris, ça? Oui, beaucoup plus que les États-Unis, beaucoup plus que les États-Unis. Aux États-Unis, on vous dit le mode de vie américain est non négociable. En Chine, ils nous disent la planète, les ressources de la planète s'épuisent, le climat est en train de dérailler et nous le sentons déjà beaucoup plus que vous. Quelle était votre position sur l'histoire de la taxe carbone?
Sur la taxe carbone et donc de mettre à nos frontières, à partir du moment où eux ne respectent pas certaines conditions dans la production. Je suis partisan d'une approche contractuelle avec les Chinois. Autrement dit, que nous prenions des engagements mutuels d'amélioration à la fois sur le plan environnemental et social de nos normes respectives et qu'on ne recourt à ce genre et social, donc bien une sûr, taxe carbone et sociale. Donc en nous gros, s'il faut travailler des enfants. Et que nous recourions à l'instrument de la taxe aux frontières que lorsqu'on constate que les engagements ne sont pas tenus. Mais d'abord, on s'engage dans une démarche mutuellement contraignante. Et c'est là où tout l'enjeu d'accords légalement contraignants, par exemple sur la réduction des émissions de CO2, est si important. J'observe que la Chine a mis en place dans la province de Canton, récemment, son premier marché d'émissions de carbone. C'est un progrès, et donc je veux encourager ce genre de progrès, plutôt que de rentrer d'emblée dans une démarche défensive. Dirk Van Tighem d'Eurochambre, je vous voyais acquiescer au moment où Philippe Lamberts parlait de sa taxe carbone et sociale. Vous n'êtes quand même pas d'accord avec ça? Je ne suis pas expert dans la matière, mais de nouveau là, on revient sur je crois, un mot-clé dans tout ce débat, qui est la réciprocité. Il faut essayer d'arrêter de réfléchir dans une voie sens unique. On a besoin de chacun de l'autre. Ça demande des concessions, des compromis. Voilà, exactement. Ça demande le dialogue. De nouveau, le thème principal de notre sommet business cette semaine, c'était le dialogue. Ça paraît un peu soft, un peu flou comme thème, mais c'est essentiel. Andrea Schwab, le dialogue? Non, mais si les écolos nous disent ce sera le mot de la fin. Pas aller sur la voie unilatérale, je suis totalement d'accord. On est interdépendants et c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter maintenant les avions allant en Chine à cause du ETS européen. Il faut trouver une solution mutuelle. C'est ce qu'il faut au long terme. Voilà, merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à ce débat de 500 millions d'Européens consacré cette semaine aux relations entre l'Europe et la Chine. Vous voyagez beaucoup ou avez vécu à l'étranger et en voyant comment ils font telle ou telle chose là-bas, vous vous êtes dit un jour, bon sang, si on était moins bête chez nous en France, on ferait pareil. Eh bien, nous ouvrons pour vous une boîte à idées. Quel que soit le sujet, faites passer l'info, partagez-la avec nous. Notre adresse email 500millions@bfmbusiness.fr. Merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis en image et en son cette émission. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h et dimanche 21h, toujours ici à Bruxelles, dans 500 millions d'Européens.